Je rappelle que la dernière fois, vous avez expliqué un petit peu les trois directions qu'on pouvait individualiser pour comprendre un petit peu ce qu'était la question de l'éducation à l'image aujourd'hui et pourquoi une perspective historisante de chacune de ces directions permettait de comprendre ce que l'on faisait aujourd'hui. On avait parlé la dernière fois de la question de l'éducation par l'image et de la façon dont s'était construite historiquement ce rapport à l'image animée. Vous voyez que ce qu'on avait mis en évidence à travers cette perspective historique, c'est que finalement, les choses avaient assez peu changé en termes de dispositifs, en termes de rapport à cette forme d'apprentissage. Les discours avaient finalement assez peu évolué, même si les techniques avaient évolué. On avait effectivement appris différentes techniques au fur et à mesure du temps, mais on avait une histoire qui finalement était assez linéaire. On va observer quelque chose d'un petit peu différent pour ce qui concerne la deuxième direction, c'est-à-dire la question de l'éducation à la culture cinématographique. Ce basculement à travers lequel on considère que le cinéma en lui-même peut constituer un objet de connaissance, une culture à partager, et qu'en tant que tel, il faut donc inventer des modalités pour que se diffuse cette culture auprès du grand public, finalement. Donc là, effectivement, si on adopte la même perspective et qu'on se dit, essayons de comprendre historiquement comment ce rapport-là s'est développé, sur la base de quel dispositif il s'est ancré au fur et à mesure des époques, eh bien on va s'apercevoir qu'évidemment, contrairement à ce qu'on a pu observer dans le premier volet, là il y a effectivement des périodes différentes où ont été investis des dispositifs différents avec des... Alors même si l'objectif reste le même, de transmettre une culture cinématographique, selon des modalités propres, on va s'apercevoir qu'effectivement les moyens utilisés pour y arriver, eux, ont énormément varié au fil du temps, de même que les perspectives sociologiques de ce travail-là. Ce qui n'était pas vrai, vous l'avez vu, pour l'éducation à l'image par l'image cinématographique, où finalement c'était quelque chose d'assez uniforme. Donc effectivement, si on essaye de revenir sur cette histoire-là et de comprendre quelles sont les premières manifestations d'une volonté de transmission d'une culture cinématographique, les toutes premières manifestations de cette nouvelle ambition datent de la fin des années 10 ou du début des années 20, se tournant, on va dire, des années 20, où pour la première fois, des intellectuels ont commencé à s'intéresser au cinéma, alors que vous savez que le cinéma est né comme le théâtre des pauvres, pendant toute la première partie de son histoire, il s'est adressé de façon privilégiée à un public extrêmement populaire, peu instruit, par le biais des foires en particulier, où il était exposé pendant toute la première période. Et un des majeurs soucis de l'industrie cinématographique, ça a été justement d'essayer, dans ses premiers temps, de trouver, de changer la nature de ce public. Pour l'industrie cinématographique, c'était pour des questions économiques. Effectivement, quand on veut trouver des marchés, il est toujours meilleur de sensibiliser ceux qui ont de l'argent que ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est ce qui explique leur volonté de toucher davantage les classes bourgeoises, intellectuelles, etc. Ce projet a échoué pendant toute une première période, et c'est simplement pendant la guerre, avec en particulier l'impact qu'ont pu avoir en France des films comme ceux de Charlie Chaplin ou de Griffith, si ce sont quelque chose, que quelques journalistes en France, quelques intellectuels, ont commencé à s'intéresser au cinéma et à développer un discours complètement iconoclaste à l'époque, en disant que le cinéma pouvait
avoir un intérêt, devenir une forme d'expression autonome. Alors, quand il parlait de forme d'expression autonome, ça voulait dire se détacher en réalité de la photographie, se détacher du théâtre, auquel le cinéma avait emprunté ses modèles pendant toute la première période, etc. etc. Et c'est essentiellement par le biais de la critique cinématographique que ces premiers intellectuels ont commencé à proposer un nouveau rapport au cinéma basé sur l'élaboration de critères d'appréciation, de critères d'évaluation par lesquels ils essayaient de distinguer ce qui pourrait être la dimension artistique de la production cinématographique, ou de certaines productions cinématographiques. Il ne s'agissait pas d'englober tous les films qui pouvaient être produits à l'époque. C'est à cette époque-là en particulier qu'on a commencé à parler du cinéma comme 5e ou 6e art. À l'époque, dans les livres qui ont commencé à sortir, on a commencé à parler du cinéma 6e art, 5e art selon les auteurs. Ce n'est qu'un peu plus tard que ça s'est fixé, vous savez, autour du cinéma 7e art. C'est plus dans les années 30 que ça s'est fixé autour de ça. Alors, ce qui nous intéresse par rapport à ça, c'est que ces premiers critiques, ces premiers journalistes qui ont commencé à avoir des discours très érudits sur le cinéma, à faire une analyse des films, du langage cinématographique, etc., à travers leur activité de critique, à travers la diffusion de ces écrits, leur objectif, très clairement, et elle s'exprimait là-dessus, c'était de diffuser, de tenter de diffuser au plus grand nombre un nouveau rapport au cinéma. Justement, d'essayer, il y a tout un tas de discours à l'époque qui essayent d'expliquer pourquoi le peuple dans son ensemble est dans un rapport d'abêtissement au cinéma. Les gens vont voir des films non seulement pour se distraire, mais avec une relation extrêmement passive. Et eux préconisent au contraire à leurs lecteurs de développer une connaissance nouvelle envers le cinéma, un rapport nouveau envers le cinéma. Donc là, vous voyez qu'on a un premier outil qui se met en place, celui de la critique cinématographique, qui va perdurer finalement pratiquement jusqu'à aujourd'hui avec les mêmes fonctions. Jusqu'à aujourd'hui, la critique cinématographique, les journalistes qui se spécialisent dans la critique, je parle bien de critique et non pas de promotion, pas tout à fait la même chose. Il y a toute une partie de la littérature sur le cinéma qui relève d'une activité promotionnelle et qui n'a absolument rien à voir avec la critique. Donc, ici, je parle bien effectivement de ces critiques qui tentent de décrypter, de comprendre les messages cinématographiques. Donc, on a la naissance de ce premier, si vous voulez, un premier dispositif de contact entre le grand public et des personnalités qu'on analysera comme des médiateurs, finalement, dans ce rôle-là de diffusion de la culture cinématographique, et qui ont commencé par envisager une continuité de ce qu'ils savaient faire. Eux, ils savaient écrire dans des revues, et qui ont créé des premières revues destinées, justement, des premières revues qu'ils ont eux-mêmes qualifiées de cinéphiles. C'est à cette époque-là que naît ce mot de cinéphile, donc l'amour du cinéma littéralement, mais qui en réalité, petit à petit, va développer des caractéristiques qui vont bien au-delà du strict amour du cinéma, c'est-à-dire au contraire, parce que l'amour du cinéma, ça peut désigner aussi les fans qui existaient déjà à l'époque. La question des fans, des cinépans, comme on les appelait à l'époque, était déjà réfléchie dans les années 10 et 20. Donc il y avait déjà des gens qui développaient un amour démesuré pour le cinéma, pour ses acteurs souvent, en particulier, vous voyez aujourd'hui il y a beaucoup des attitudes de fans autour des séries, c'était déjà le cas dans les années 10, avec les premières séries cinématographiques qui de la même façon réjouissaient les foules et créaient ces comportements de fans. Donc vous voyez qu'on n'invente rien, que les choses souvent remontent à il y a très longtemps. Donc dans cette expression qu'ils inventent de cinéphilie, ils n'englobent pas ces comportements de fans. On analyse justement à travers ce dénominatif de cinéphane. Il y a les cinéphans et il y a les cinéphiles. Les cinéphiles, c'est autre chose. C'est un amour du cinéma, certes, mais qui passe
par une attitude réflexive envers le cinéma, qui passe à travers l'appropriation d'un certain nombre de codes propres au cinéma, d'une culture, de la capacité, c'est déjà réfléchi comme tel dans les articles que j'évoque à l'époque, cette capacité à séparer le bon grain de l'ivraie. Donc effectivement, être capable de dire quand on voit un film, c'est un bon film ou c'est un gros navet. Donc avoir effectivement cette capacité de jugement qui permet, vous le voyez, il y a cette idée qui se met en place déjà à cette époque-là, de créer une sorte de panthéon des films, panthéon des films qu'il faut retenir comme ayant un quelconque intérêt, et en dessous de la masse, les films, si vous voulez, que l'on peut oublier pour les adultes, en quelque sorte. Ça, c'est des valeurs qui se mettent en place dès le début des années 20 et qui vont traverser l'histoire de la cinéphilie jusqu'à aujourd'hui. Donc on a vraiment un socle, si vous voulez, de cette question de la cinéphilie qui va incarner cette idée de l'éducation à la culture cinématographique et qui se met en place extrêmement tôt. Donc on a un premier outil, la critique cinématographique, qui se forge à ce moment-là comme étant un outil au service de l'éducation à la culture cinématographique à destination soit des lecteurs avertis, soit du grand public, que l'on invite justement à développer des compétences nouvelles vis-à-vis du cinéma. Cette critique, elle va fleurir à ce moment-là. Il y a plein de revues du cinéma qui se développent dans les années 20 et ça va se poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Avec les grands titres que vous connaissez aujourd'hui, Positif, Cahiers du cinéma, etc., qui incarnent, si vous voulez, cette cinéphilie historique. À la même époque, donc au tournant des années 20, va naître un autre dispositif qui va être fondamental dans l'histoire de ce rapport à l'éducation à la culture cinématographique, c'est la question des ciné-clubs. Les ciné-clubs, vous voyez que c'est pareil, c'est un dispositif qui est extrêmement ancien, puisque le premier ciné-club qui est ouvert à Paris date de 1920. Donc c'est quelque chose d'extrêmement précoce et qui est complètement lié à cette première histoire de la critique, puisque ce sont les mêmes personnalités, en réalité, qui écrivaient à l'époque et qui ont commencé à ouvrir ces premiers ciné-clubs. Alors qu'est-ce que c'était un ciné-club à l'époque, tel qu'on l'envisageait dans cette toute première période? C'était un lieu où on se réunissait. Alors c'était exclusivement parisien, ça n'a pas existé en province pendant cette période-là. Un lieu où on se réunissait, où on voyait des films, et où on se cultivait sur les films. Ça veut dire que parallèlement aux projections, il y avait souvent des conférences qui étaient données sur tel ou tel sujet, ou des conférences qui pouvaient être aussi historiques. C'est à cette époque-là que naît aussi un premier regard historique sur la jeune histoire du cinéma. Alors que jusque-là, on s'en fichait complètement de ce qui s'était passé avant. Et c'est dans ces années 20 qu'on va, dans le carcan justement, dans ce contexte des ciné-clubs, commencer à s'intéresser aux précurseurs du cinéma, aux premières grandes figures historiques de l'histoire du cinéma, etc., etc. Donc, vous voyez, dans cette première version des ciné-clubs, si vous voulez, on a effectivement cette idée que l'on va se retrouver pour voir des films, mais dans un contexte différent de la salle de cinéma. Donc il y a cette volonté distinctive du dispositif pour dire effectivement à travers le dispositif, ici on va voir des films, comme on le fait en salle de cinéma, mais on ne va pas les voir de la même façon. Si on vient les voir en ciné-club, c'est qu'on vient avec une ambition différente, une posture de spectateur différente, liée à l'idée d'éducation, de progression, d'assimilation d'une culture que l'on va partager avec les autres membres du club. D'où cette idée dans l'idée de club, dans ce terme de club, il y a bien l'idée, vous voyez, d'un petit groupe qui partage des affinités semblables, si vous voulez. Donc cette idée d'affinité élective, si vous voulez, à travers les membres de ce club. Ça aussi, c'est quelque chose qui va être très important pour comprendre la façon dont va se structurer l'ensemble de ces dispositifs un petit peu cinéphiles jusqu'à aujourd'hui. Cette idée
de personnes qui se reconnaissent entre eux, qui partagent des valeurs communes et qui ont envie de travailler en quelque sorte ces affinités, de les approfondir, d'échanger et de construire ensemble une culture partagée. Donc là, on est vraiment au cœur de ce projet cinéphile qui va accompagner le développement de cette éducation à la culture cinématographique. Alors, ces premiers ciné-clubs tels qu'ils vont se développer dans les années 20 et qui vont perdurer dans les années 30, ils avaient un certain nombre de caractéristiques. Première caractéristique, ils n'étaient pas du tout ouverts au grand public. Alors, c'est pas qu'on restreignait l'entrée en fonction d'une classe sociale ou quoi que ce soit, mais c'est que de fait, c'était des cercles assez restreints qui accueillaient des intellectuels, des artistes, des personnalités qui travaillaient dans le cinéma, mais effectivement des personnes un petit peu, avec un niveau de culture, d'instruction, très largement au-dessus du spectateur moyen, si vous voulez. Hein. Donc, on était dans quelque chose d'assez élitiste, si vous voulez. La cinéphilie, dans ce contexte, est vraiment née selon une perspective élitiste, qu'elle ne conservera pas pendant toute son histoire. Hein. Là, on est vraiment aux prémices de cette histoire-là. Donc là, on a l'invention, vous voyez, de ce premier support. Vous savez que le terme de ciné-club va avoir une destinée bien plus longue, mais par la suite, ça va désigner un dispositif finalement très différent de la façon dont il était conçu à ses débuts, en particulier au regard de cet élitisme, hein, de ces premiers clubs dans lesquels on discutait le cinéma. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant ces années 20 en particulier, parce que ça va perdurer pendant les années 30, mais finalement ça va être un petit peu s'atténuer pendant les années 30 avec le développement du parlant, c'est surtout dans les années 20 c'est significatif. On voit apparaître deux outils au service de la transmission de la culture par le film. La critique et donc les ciné-clubs, où on se retrouve cette fois en présentiel pour voir des films, échanger, assister à des conférences, s'instruire sur le cinéma. Donc le cinéma objet de connaissance, si vous voulez, se transmet à travers ces deux outils-là. Un petit peu plus tard, au début des années 30, on va inventer un nouveau dispositif. Et ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau dispositif que l'on va inventer, il va naître un petit peu ça va presque être une conséquence en quelque sorte de l'évolution de l'éducation par l'image dont on a parlé la dernière fois et de ses limites. Pourquoi ? Parce que pendant toutes les années 10, 20, début des années 30, on a beaucoup réfléchi à cette question de l'éducation par l'image dont on a parlé. Et il y a un certain nombre de personnalités qui travaillaient complètement sur ces questions-là, qui ont commencé à se dire que finalement, si on voulait transmettre des connaissances par les films, l'idéal, ce n'est pas forcément de les transmettre par des films ad hoc, des films éducatifs, des documentaires, parce que les gens, ils envisagent ça forcément sous le signe de la contrainte, d'un rapport, si vous voulez, plus pédagogique qu'ils n'ont pas forcément envie d'accepter. Et par contre, les gens, ils vont toutes les semaines voir des films de fiction au cinéma, pour le plaisir, et ils voient énormément de films, et probablement, si on voulait éduquer les gens, le mieux, c'est de le faire en utilisant les films de fiction. Et à partir de ce constat-là, de se dire finalement, à travers la fiction, on peut aussi transmettre des valeurs, des connaissances, on peut transmettre plein de choses, mais sans en avoir l'air finalement, hein, de façon peut-être moins, pas peut-être, de façon certaine moins directe, que lorsque l'on le fait à travers un film éducatif. Ouais. Du coup, à ce moment-là, c'est la naissance des films de fiction ou ça existe Ah non, déjà plutôt. Les films de fiction, ils existent depuis l'invention du cinéma. Non, c'est le début de l'idée selon laquelle, si on veut éduquer les gens par le cinéma, il faut mieux le faire peut-être par la fiction que par des films éducatifs. Que ce sera probablement plus efficace, surtout pour le faire sur les masses, en fait. C'est ça l'idée. C'est qu'à un moment donné, il y a cette idée qu'avec les films éducatifs, on arrive à toucher les enfants dans les écoles, les gens dans les cercles
d'après-travail, hein, tout ce qui était les patronnages, les choses comme ça. Mais finalement, le grand public, ce qu'on appelle la masse, quoi, on avait du mal à les toucher, à les rejoindre. Donc, par contre, ces gens-là, c'était des spectateurs de cinéma dans les salles. Donc peut-être on pouvait développer un travail, justement, autour de ces films de fiction. Et ces réflexions-là, elles ont mené à l'idée que peut-être il fallait inventer un nouveau dispositif dans lequel on projetterait des films de fiction, mais pas n'importe quel film de fiction. Des films que l'on reconnaîtrait comme, justement, étant suffisamment réussis, artistiques, pour être susceptibles de transmettre les éléments, des éléments d'intérêt aux spectateurs, qu'en voyant ces films, ils puissent développer une capacité à avoir un jugement propre, à développer des éléments de goût autour du cinéma, et que petit à petit, à travers ces bons films, ces films de qualité, on réussirait à faire œuvre éducative. Donc ça, c'est des idées qui commencent à se développer au tout début des années 30 et qui vont donner naissance à une première expérimentation qui est la création d'un premier festival de cinéma. Je ne sais pas s'il y en avait parmi vous qui avaient suivi le cours de M1 l'année dernière. Je vous avais parlé un petit peu de la naissance du Festival de Venise. Non? Oui. Et donc voilà, ce premier Festival de Venise, qui va naître en 1932, c'est la conséquence de ces ambitions-là. Cette idée qui consiste à dire effectivement que peut-être on va pouvoir, à travers un nouveau dispositif dont on va inventer complètement les règles et les manifestations, on va peut-être effectivement déplacer les foules, nourrir l'imaginaire des peuples, mais avec effectivement des films spectaculaires, comme on les appelait à l'époque, hein, donc des films de fiction, mais reconnus pour leur qualité intrinsèque. L'idée qu'il y a derrière, alors c'est des idées qui sont plus ou moins honorables, hein, mais c'est aussi d'utiliser en quelque sorte la naïveté du spectateur de cinéma. Par exemple, cette époque où étaient réfléchies ces idées-là, en 1934, il y a quelqu'un qui disait « Le public, l'énorme masse anonyme des gens qui remplissent les cinémas, redevient enfant devant l'écran, il gobe tout ce qu'on lui donne à gober. » Donc, dans l'idée de gober, il y a l'idée qu'on peut l'utiliser pour faire de la propagande, elle est méchante, et puis on a pu le voir la dernière fois, hein, et puis emmener les gens dans des directions tout à fait particulières, ou alors on peut utiliser la fiction pour tenter d'élever justement leurs aspirations. L'idée, c'est donc de promouvoir à travers l'invention de ce nouveau dispositif qui va prendre la forme de ce qui va être le premier festival de cinéma, c'est d'inventer finalement un dispositif qui va qui va contrecarrer la tendance générale des salles de cinéma qui consiste à projeter des films un petit peu stupides parce que ça plaît aux gens et que les gens s'en satisfont et que ça les distrait, etc. À la même époque, donc la personne qui a créé ce festival de Venise écrivait « Nous voudrions qu'on produisit moins de films dont la brillante mise en scène, quand elle est brillante, ne parvient pas à dissimuler une pauvreté spirituelle décevante. Ce n'est évidemment pas sans raison que M. Erkstand, qui avait fait une communication, souhaitait que l'on pût interdire les films idiots. Ils sont sans doute infiniment plus nombreux que les films vraiment dangereux, mais ils ne sont peut-être pas moins nuisibles. La bêtise fait souvent plus de mal que la méchanceté. » Donc voyez comment elle intervient, cette idée d'éducation à travers le film, c'est tout simplement en luttant contre les films complètement stupides et en mettant à l'honneur des films qui ne prendraient pas les spectateurs justement pour des idiots et qui tenteraient un petit peu de devenir des agents d'éducation en réalité. Germaine Dulac, je ne sais pas si vous connaissez cet intellectuel qui a beaucoup réfléchi sur le cinéma en France, écrivait de la même façon « La majorité des drames artistiques d'aujourd'hui cesseront bientôt d'être ce qu'ils sont dans la pauvreté d'une inspiration bonne parfois, mais souvent incomplète. Ils seront agrandis. Voici pourquoi le cinéma artistique et éducatif ne forme qu'un bloc, avec simplement des modalités d'expression et d'application diverses.
Donc on est vraiment dans cette époque-là, vous voyez, dans cette tentative pour imaginer les éléments d'une éducation qui passeraient par la fiction. Et c'est vraiment dans cette réflexion-là, si vous voulez, que va naître ce dispositif qui en réalité va servir ce que l'on va appeler l'éducation à la culture cinématographique, parce que c'est un dispositif dans lequel on va mettre à l'honneur et on va essayer de transmettre justement au public des valeurs pour reconnaître et apprécier des films de qualité. On est un peu... c'est une œuvre que l'on peut rapprocher de la démocratisation culturelle à l'époque. C'est un petit peu comme ça que c'était pensé. Cette idée qu'on peut utiliser le caractère extrêmement populaire du cinéma pour faire œuvre de démocratisation culturelle et qui permettrait d'élever, si vous voulez, le peuple grâce à cet objet a priori de divertissement. Toujours la personne qui a créé ce premier festival de Venise dont on va parler, qui écrivait à l'époque: si subtile que soit son essence, la vie intellectuelle ne peut que difficilement pénétrer ces compartiments étanches que la méfiance construit autour des intérêts opposés. Les élites qui parviennent à s'élever au-dessus de cette méfiance sont à peu près les seuls à pouvoir et à savoir goûter les productions délicates et raffinées de l'esprit et de l'art universel. Pourtant, elles doivent sentir, nul doute qu'elles le sentent, le devoir de faire participer les masses à leur jouissance spirituelle. Le cinéma peut-il réaliser pleinement ce dessein ? Il serait peut-être hasardeux de l'affirmer, mais il est certain que le cinéma, art populaire entre tous, s'offre comme un merveilleux et incomparable moyen pour élever l'esprit et affiner le goût des masses. Donc, on est bien ici dans un objectif d'éducation, de démocratisation culturelle, dans ces réflexions. Cette idée qu'on ne peut pas se contenter finalement que seules les élites profitent en quelque sorte des objets artistiques et intellectuels, qu'au contraire, il faut donner accès à tous à cette haute culture, en quelque sorte. Et pour lui, le cinéma est tout à fait indiqué pour parvenir à cet objectif-là, parce que justement, il n'y a pas, psychologiquement, on va dire, de barrière entre le peuple et ce média. Au contraire, il est plébiscité par les foules, donc il faut utiliser cet engouement-là pour faire œuvre d'éducation grâce aux médias cinématographiques. D'où effectivement la naissance, en 1932, la création de ce premier festival de cinéma, le Festival de Venise, qui va venir cristalliser, si vous voulez, un petit peu toutes ces ambitions, tous ces objectifs. C'est une première expérience, on va dire, pour exposer des films, comme on le faisait dans les expositions d'art. Vous savez que Venise était une sous-partie de la Biennale artistique de Venise. Donc exposer des films qui auront été reconnus au préalable comme relevant d'un caractère artistique qui leur soit propre, comme donc effectivement étant reconnus comme bénéficiant d'une valeur intrinsèque, les présenter à un public qui soit le plus large possible. Vous voyez qu'à cette époque, finalement, ce dispositif festivalier, il va naître un petit peu en contrepoint avec les ciné-clubs tels qu'ils existaient à ce moment-là. Cette idée qu'on n'a pas le droit de limiter à une élite l'accès à la culture, mais qu'il faut trouver les moyens, finalement, de faire participer le peuple, le nombre de personnes le plus large possible, aux productions de qualité. Donc c'était l'ambition de ce premier festival, avec évidemment une dimension événementielle propre à susciter l'intérêt des foules, et une programmation effectivement hautement culturelle, avec l'idée effectivement que l'événement permettrait en outre sa médiatisation au niveau mondial, et qu'à travers cette médiatisation, c'est un discours justement critique sur le cinéma qui serait proposé au plus grand nombre, avec évidemment tout ce que ça pouvait induire dans une modification du rapport à l'art. Alors, est-ce que le premier festival
Festival de Venise, il date de 1932. Ce qui est intéressant d'observer, parce que je vous dis que à chaque fois, c'est ce que je vous ai dit, la proposition que je vous ai faite, hein, c'est de se dire que finalement, il faut à chaque fois réfléchir à l'antériorité des phénomènes que l'on observe. Est-ce que l'on peut se contenter de dire, voilà, en 1932, on a inventé un nouveau dispositif, le concept festivalier, et on l'a développé, ensuite il s'est développé jusqu'à aujourd'hui. Les festivals de cinéma, ils existent toujours, ils n'ont pas beaucoup changé, finalement, dans leur structure par rapport à ce premier festival de Venise, mais vraiment dans un dispositif qui a très peu évolué en réalité. Est-ce qu'on peut se contenter de se dire qu'effectivement la proposition historique que j'ai faite jusqu'à présent suffit? En réalité, l'intérêt de toujours interroger historiquement les phénomènes, c'est qu'on y perçoit des racines qui bien souvent sont beaucoup plus anciennes. Et en particulier, ce qui caractérise, on va dire, le dispositif festivalier par rapport au dispositif ciné-club, si vous voulez, c'est qu'un festival va travailler beaucoup la dimension événementielle. Donc la question que l'on peut se poser, c'est si on essaye de plonger un petit peu dans les racines de cette histoire de l'événementiel cinématographique, est-ce qu'on ne va pas y trouver des informations intéressantes dans le développement de cette culture, de cette transmission de la culture cinématographique, qui permettront de comprendre finalement qu'en 1932, on ait créé ce festival de films selon ces modes-là. Donc effectivement, interrogeons-nous aux racines de ces festivals dans la première histoire du cinéma. Est-ce que vraiment on peut dire que Venise a tout inventé en 1932? Évidemment non. Aux racines de cet événementiel-là, on va trouver d'abord des concours de films. Vous savez que là, ce qui caractérise les festivals, c'est essentiellement leur dimension compétitive aussi. Cette idée qu'on va présenter un certain nombre d'œuvres et qu'on va essayer de les distinguer en attribuant des prix qui permettront de reconnaître le meilleur de la production et en attribuant ces prix, de faciliter la carrière du film, donc de faire en sorte que le plus de gens possible les voient, puisqu'on aura décidé que c'était les meilleurs. Donc effectivement, cette idée de compétition, elle est présente dès le début de l'histoire du cinéma, à travers ce qu'on appelait les concours de films. Vous savez que la première projection de cinéma des Frères Lumière, ça date de la fin de l'année 1895, et dès la fin du XIXe siècle, on organisait déjà des premiers concours de films. À Monaco, en particulier, en 1897, 98 et 99, ont été organisés des concours de photographie filmée par la Société des Bains de Mer, qui existe toujours. Donc on disait photographie filmée, on peut chercher encore les termes, mais c'est bien le cinéma dont il était question. Et évidemment, donc, il y a des prix qui étaient attribués aux films qui participaient. Et ce qui est intéressant, c'est que la dimension d'éducation liée à ces films est extrêmement présente dans le discours des organisateurs. Preuve en est que souvent, d'ailleurs, ce sont des films éducatifs qui ont été primés. Cette époque-là, le cinéma de fiction était encore assez balbutiant. Pour ceux qui ont été primés lors de la 3e édition, ont été présentés à Paris lors de l'exposition internationale universelle, avec cette idée de donner un rayonnement international à ces productions que l'on avait reconnues comme étant les meilleures. Donc on est aux sources, vous voyez, de cette idée de la compétition, envisagée comme un moteur finalement pour reconnaître évidemment les meilleures productions, mais surtout pour les faire voir au plus grand nombre. Ensuite, c'est au début du XXe siècle, c'est en Italie qu'on trouve le plus d'exemples de ces concours. Par exemple, en 1907, un concours national de la cinématographie qui est organisé à Turin, où on va y trouver une certaine dimension mondaine, qu'on va souvent retrouver d'ailleurs par la suite dans les festivals, mais que l'on ne va pas retrouver dans tous ces concours. Par exemple,
en 1909, donc 2 ans plus tard, à Milan, est organisé un concours mondial de cinématographie. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un événement où l'on va rassembler d'une part des professionnels du cinéma, des producteurs, des distributeurs, des journalistes, etc., mais qu'on va essayer d'ouvrir le plus possible au grand public. C'est un concours qui va durer pendant une vingtaine de jours. On va y présenter énormément de films, provenant de différentes nationalités. Les projections ont lieu de 10h du matin jusqu'à minuit, donc 20 jours toute la journée, dans différents lieux de la ville. Et ça a été un énorme succès, cette manifestation. Lorsqu'on regarde aujourd'hui un petit peu les articles dans les journaux, etc., on se rend compte que c'est une manifestation qui a eu un succès absolument prodigieux. Donc, ce qui est intéressant, c'est le discours qui accompagnait le succès de ce concours. C'est-à-dire l'idée que finalement, on va pouvoir, grâce à ce concours et à la mise en avant de bonnes productions, enfin de productions intéressantes dans le domaine du cinéma, trouver des nouveaux publics pour le cinéma et leur faire apprécier finalement ce nouveau moyen, ce nouveau média, si vous voulez, en développement. On écrivait à l'époque, on a écrit à l'époque par rapport à ce concours. Le concours a rendu d'immenses services à la cinématographie en rehaussant le prestige et a fait beaucoup de bien aux propriétaires des cinémas parce qu'il a attiré dans les salles les plus sceptiques, même ceux qui avaient une haine innée pour ce genre de spectacle et qui, à partir d'aujourd'hui, ne manqueront plus d'apporter leur obol à la nouvelle industrie. Alors évidemment, dans ce discours, il y a une dimension strictement économique, avec cette idée qu'il faut trouver des nouveaux publics pour élargir le marché du cinéma. Mais il y a aussi cette idée d'éducation qui traverse ce discours, cette idée que grâce à ce concours, on va pouvoir transmettre des brides de cette nouvelle culture populaire qu'était le cinéma à des plus grands nombres. Avec l'objectif aussi d'engager les producteurs à favoriser des productions de qualité, puisque ces concours tendaient à démontrer que finalement les gens, ils avaient plus envie de voir des bons films que des gros navets. Donc il y a cette double volonté, si vous voulez, qui va traverser toute l'histoire de la cinéphilie et de l'éducation par le film, qui consiste effectivement à dire qu'il faut agir sur les spectateurs, éduquer les spectateurs pour, dans un second temps, obliger les producteurs à s'adapter. Et ça, on va retrouver ça pendant toute l'histoire, et encore aujourd'hui, on retrouve ce discours du milieu cinéphile. Donc ces premiers concours, ils sont intéressants parce qu'ils vont mettre en place un certain nombre d'éléments qui vont caractériser par la suite les festivals de cinéma de manière générale, et en l'occurrence ce premier festival de Venise. Bien sûr la dimension compétitive, ça on est d'accord, mais aussi une dimension, une façon d'entremêler une dimension mondaine et une dimension très populaire. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver par la suite dans ce dispositif festivalier. Un lien fort avec l'industrie du film, puisque l'objectif c'est aussi d'influencer les producteurs de films, et une très grande médiatisation qui fait partie du projet et de la nature événementielle de l'événement. Cette idée aussi que la médiatisation de l'événement peut contribuer à l'objectif qui est poursuivi de travailler sur l'image du cinéma. On trouve aussi parallèlement à ces événementiels dans cette histoire plutôt des événementiels tels qu'ils se développent avant les festivals et parallèlement à ces concours, on trouve la trace de tout ce qu'on appelait à l'époque des projections exceptionnelles. Autrement dit, des projections annexes que l'on concevait comme un supplément informationnel et ludique aussi à des propositions qui étaient faites dans des événements plus vastes. Par exemple, je sais pas, on organisait un salon et dans le cadre de ce salon, en parallèle, on prévoyait une petite salle de projection dans laquelle on faisait des séances exceptionnelles.
la mise en avant de ce caractère exceptionnel de ces projections, il est intéressant parce qu'il met l'accent sur ce qui va se jouer par la suite pour les festivals, c'est cette idée de s'adresser au grand public en disant ce que vous allez voir là est exceptionnel. On n'est pas dans la routine, si vous voulez, de vos pratiques cinématographiques, on est dans quelque chose d'exceptionnel dans lequel vous allez voir justement des choses originales et différentes de ce que vous voyez d'habitude. Et ces projections exceptionnelles dont je vous parle, là, que l'on retrouve dès 1907 et par la suite très régulièrement, vont travailler exactement cette même exceptionnalité, si vous voulez. Bon, je vous passe un peu les détails, mais en fait c'est intéressant de voir que à travers toutes ces événementiels cinématographiques tels qu'ils se sont développés avant le développement des festivals, on trouve la trace finalement de cette volonté de transmettre quelque chose de plus aux spectateurs. Donc cette dimension d'éducation à des films exceptionnels, à un rapport exceptionnel au cinéma, à des productions hors normes, comme dans les concours, etc., que l'on va retrouver évidemment telles quelles dans les festivals, et qui vont nourrir finalement cette idée de créer un dispositif qui va prendre la forme des festivals. L'autre question que l'on peut se poser, donc là on s'est interrogé plus sur la question des événementiels et de la façon dont ils s'enracinaient dans l'histoire du cinéma, on peut se poser aussi la question du choix de ce mot de festival. Pourquoi on a appelé ça festival? Sachant que c'est un mot qui était déjà utilisé depuis très longtemps, mais pas dans le cadre du cinéma. Donc, pourquoi est-ce qu'on a voulu choisir de ce vocable de festival pour désigner ce nouveau dispositif? À l'origine, le mot festival, il est né dans le domaine de la musique. C'est dans le domaine musical que s'est développé ce vocable de festival. À l'origine, vous savez que les festivals de cinéma, ils sont nés sur la base de l'histoire de ce qu'on appelait les mouvements orphéoniques. Ça vous dit quelque chose? C'était des rassemblements d'amateurs, en réalité. Des amateurs musiciens, des musiciens amateurs, qui se retrouvaient dans des fêtes très arrosées, très bruyantes, dans des villes diverses, des points de rassemblement. Et on parlait de festival de cinéma. Et c'était une vaste... Dans festival, il y a le mot fête. Donc effectivement, c'était des grandes fêtes musicales où ces groupes amateurs, ces orphéons, donc, se retrouvaient et puis jouaient de la musique dans les rues, etc. Donc quelque chose d'extrêmement festif. Donc les premiers festivals de cinéma, vous voyez, on était dans cette dimension-là. Par la suite, il y a eu un côté plus intellectuel du festival de musique qui a pu se développer avec des rencontres plus institutionnalisées autour de compositeurs en particulier. C'est le cas du festival de Bayreuth, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose autour de la musique. Il y a Wagner qui a utilisé le terme festival aussi pour désigner les rencontres musicales qu'il faisait autour de son œuvre, etc., etc. Donc vous voyez quelque chose de plus savant, mais au départ on était comme quelque chose de très festif, de musique amateur et très festive. Alors à partir de quand est-ce qu'on peut dénoter une rencontre entre ce mot de festival, qui je vous le dis jusque-là était utilisé dans la musique, et le cinéma? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va s'apercevoir que dans un premier temps, ces rencontres, effectivement, donc cette idée d'utiliser le mot festival pour désigner des fêtes agrémentées de projections cinématographiques, va se constituer dans cette rencontre justement entre la musique et le cinéma. Logiquement, puisque c'était, je viens de vous dire que c'était dans la musique qu'était né ce vocable. Donc effectivement, dès le début du XXe siècle, on trouve des exemples de grandes fêtes où s'entremêlent la musique et le cinéma, et du coup on va utiliser ce terme de festival. Je vais vous donner juste quelques exemples si vous voulez. En 1913, par exemple, au Gaumont Palace à Paris, on propose ce que l'on appelle la première œuvre cinéma lyrique, avec la projection d'un film accompagné par un orchestre
ce qui n'était pas original à l'époque, hein. Mais par contre, ce qui est original ici, c'est que effectivement, la musique a été spécialement conçue par un orchestre, effectivement, pour le film, travaillée pour le film, et donc on estime qu'il y a un événement autour de ça. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le matériel de promotion, pour désigner ce spectacle particulier, on parle de grand festival artistique. Donc, effectivement, c'est une projection que l'on va, une projection unique, hein, là pour le coup, qui va être désignée comme un festival pour mettre en avant la qualité de l'interprétation musicale. Et c'est ça qui est différent avec ce qui se passait dans les autres salles, où il y avait des accompagnements musicaux, mais qui étaient beaucoup moins travaillés que ce que vous pouvez proposer ici. Et c'est quelque chose que l'on va retrouver assez régulièrement dans cette première période. Par exemple, en 1922, toujours le Gaumont Palace, qui propose un festival cinégraphique et scénique autour d'un film qui s'appelle Le Miracle, avec justement des projections de films, mais aussi des performances scéniques. Et du coup, pour expliquer cette rencontre-là entre le cinéma et d'autres arts, on va utiliser ce terme de festival. Il y a aussi de la musique d'ailleurs à cette occasion-là. Donc on a le mot festival, finalement, il intervient, vous voyez, dans un premier temps, dans cette hybridation entre des festivals musicaux, en quelque sorte, des performances musicales, et des projections cinématographiques extraordinaires. Là aussi, la notion d'exceptionnalité de la projection est importante. Et c'est comme ça que progressivement, ça ne va plus étonner les gens, finalement, que l'on associe le terme festival au cinéma. Je vous lis juste un article, un extrait d'article qui est daté de janvier 1929 et qui est assez symptomatique de la façon dont va se faire ce glissement, finalement, depuis la musique jusque le cinéma. Donc on pouvait lire « Les rapports de la musique et du cinéma ayant toujours été empreints d'une grande sympathie, il n'a pas lieu de s'étonner que l'écran emprunte au concert ses méthodes. Il est question d'organiser aux agriculteurs cinéma, c'est le nom d'un cinéma parisien à l'époque assez célèbre, pendant la saison actuelle, une série de festivals consacrés aux œuvres des metteurs en scène les plus justement réputés. Le premier d'entre eux permettrait d'apprécier le talent de Cavalcanti, etc., etc. » Donc, vous voyez que dans ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se mettre en place autour de ce vocable, je vous ai parlé de la notion d'exceptionnalité, et très clairement dans cet article, on comprend que si l'on parle de festival, puisqu'il est question d'organiser ici une série de festivals consacrés aux metteurs en scène les plus justement réputés, il y a bien cette volonté de mettre en avant des œuvres qui soient reconnues justement pour leur qualité. Donc, il y a un autre mot qui est intéressant dans cet article, c'est l'utilisation du vocable méthode, comme le choix d'une formule finalement. Donc la conception, ça témoigne, si vous voulez, de la conception pour le grand public, du festival en tant que dispositif global, et de la possibilité de le décliner pour d'autres manifestations artistiques que la musique. Donc on est bien, si vous voulez, dans cette rencontre entre un dispositif qui existe et la volonté de créer une sorte de panthéon pour des œuvres qui seraient reconnues comme étant les plus intéressantes. Donc sans entrer dans les détails, vous voyez, ce qui est intéressant quand on plonge dans cette histoire-là, c'est de comprendre que finalement, ce dispositif festivalier tel qu'il a été conçu au début des années 30, il n'est pas né de nulle part déjà, il s'est ancré dans une tradition et de l'événementiel cinématographique et de l'utilisation de cette idée de festival comme étant une fête dans laquelle on met en avant des productions exceptionnelles. Et donc effectivement, il y avait une certaine... Quand on a décidé en 1932 d'appeler festival de cinéma finalement ce nouveau dispositif, on avait déjà en tête tout un tas de caractéristiques qu'on avait puisées dans tous ces événements qui avaient parcouru les 30 premières années, on va dire, de l'histoire du cinéma. Et donc le premier modèle vénitien, le premier festival vénitien, va mettre en place une série de caractéristiques
qui vont très durablement caractériser ces événementiels spécifiques. Donc ces caractéristiques, c'est quoi? C'est évidemment l'ampleur internationale de la manifestation et la volonté de devenir un rendez-vous cinématographique mondial. La régularité de la manifestation, donc souvent ce sera une périodicité annuelle, hein, même si à Venise au début c'était biannuel. La longueur de la manifestation, puisqu'elle va s'étaler sur plusieurs jours, et c'est ça qui est assez original finalement, parce que quand je parlais de ces projections exceptionnelles, on était souvent dans des soirées de projection, hein, rarement sur des événements qui s'étalaient sur plusieurs jours, mais cela avait été expérimenté avec les concours, hein, dont je vous ai parlé au préalable. Donc l'ampleur aussi du nombre de films programmés. Pour qu'il y ait festival, il va falloir qu'il y ait un nombre de films programmés assez important. La mise en place fréquente de sections compétitives, en parfaite continuité avec la tradition des concours de films. Et c'est ça qui nous intéresse, c'est que ce concept ne pourra jamais être utilisé sans qu'il y ait l'idée finalement de travailler en faveur de l'élévation des goûts du public dans le domaine du cinéma. Et c'est ici que va s'ancrer, alors avec des degrés très différents selon la façon dont on va s'approprier le dispositif, mais ici s'amorce effectivement l'idée que c'est un dispositif qui va se mettre au service de cette éducation à la culture cinématographique. Et effectivement, au cours de l'histoire, ça va être un dispositif privilégié, alors selon les périodes, hein, pour transmettre cette culture du cinéma. Donc ça, c'est quelque chose qui va... Ce dispositif-là, il va se développer donc au début des années 30. Il va rester au début assez isolé, hein, parce qu'il y a effectivement... assez seul au début, hein, même s'il y a un festival qui va s'ouvrir à Moscou quelques années plus tard, donc il y a d'autres festivals internationaux qui vont se développer, mais l'expérience de Venise reste assez isolée. Et après, rapidement, la mainmise du gouvernement italien sur ce festival fait que ses ambitions éducatives vont complètement disparaître au profit d'une dimension de propagande. Donc il va perdre en fait cette caractéristique éducative qui était la sienne au début. Il va conserver les autres, la dimension événementielle, médiatique, la régularité, etc., etc. Mais il va perdre cette dimension éducative qui avait accompagné très clairement sa conception et son premier développement. Donc, dans les années 30, en réalité, on a ce dispositif, mais qui reste très seul, qui concerne donc très peu de personnes. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens, effectivement, qui pouvaient se prévaloir de bénéficier des projections au Festival de Venise, et des ciné-clubs très élitistes, à Paris en particulier, hein, dans des cercles très restreints. Donc, on comprend bien qu'à cette époque-là, le grand public, véritablement, n'était pas vraiment concerné par ces dispositifs-là. C'est dans l'après-guerre que va se modifier cette situation et que l'on va repenser justement ces dispositifs tels qu'ils avaient été imaginés initialement pour les adapter à une dimension très populaire de l'éducation à la culture cinématographique, qui jusque-là, vous l'avez compris, restait extrêmement restreinte. Les deux dispositifs, même on va dire les trois dispositifs dont je vous ai parlé jusque-là, en réalité, vont adopter cette volonté d'élargissement populaire dans l'après-guerre. Les deux premiers qui vont se charger de cette dimension-là, c'est la critique et les ciné-clubs. Alors la critique dans un premier temps, puisque c'est l'époque vraiment l'après-guerre, où vont être créées des revues savantes, mais par contre qui étaient extrêmement populaires et qui se vendaient à des très grands tirages, hein. En particulier l'écran français en particulier, et les cahiers du cinéma et positifs que je citais tout à l'heure, qui naissent dans les années 50, l'écran français dans les années 40 et les deux dans les années 50. Donc ces revues, qui sont des revues qui se veulent extrêmement exigeantes dans leur rapport au cinéma, mais qui, comme elles sont extrêmement populaires et qu'elles se diffusent de façon très élargie, vont contribuer très largement à diffuser cette culture par le film. Et cette activité critique, elle va être soutenue par une transformation complète
du concept de ciné-club. Ça veut dire que ce dispositif qui avait été imaginé au début des années 20, il va renaître, si vous voulez, de ses cendres dans l'après-guerre, et il va se développer à une vitesse absolument vertigineuse pour devenir le dispositif privilégié de diffusion de cette culture cinématographique, mais dans une dimension extrêmement populaire. Fini les ciné-clubs parisiens qui ne concernaient que les élites. Cette fois, ces ciné-clubs vont s'ouvrir au grand public dans toutes les villes et villages de France, avec un développement extrêmement rapide, porté d'ailleurs par la façon dont l'éducation populaire s'est investie du cinéma dans l'après-guerre. Et c'est à cette époque que va se mettre en place une formule privilégiée dans le cadre des ciné-clubs, c'est-à-dire l'idée de commencer la projection par une présentation du film, de continuer par la projection évidemment du film intégralement, et donc une présentation du film, la projection, et ensuite le débat, comme étant une forme intéressante dans la façon dont va se construire finalement cette éducation à la culture cinématographique à cette époque-là, puisque vous voyez que dans la présentation du film par l'animateur en réalité du ciné-club, on est dans une transmission très pédagogique finalement. Il y a quelqu'un qui est le médiateur, qui prend la parole et qui transmet ce qu'il sait sur ce film, sur ce genre, sur l'époque, sur quel que soit le sujet qui peut être relié à la projection. On a ensuite la projection du film. Et dans la volonté d'organiser un débat qui était une formule incontournable à l'époque, dans un ciné-club, ça n'existait pas sans débat. Et le débat pouvait être très long, parfois aussi long que la projection du film, ça pouvait durer extrêmement longtemps. Dans le choix de ce débat, il y a aussi l'idée de réintroduire une sorte d'éducation horizontale, avec cette idée qu'on n'est plus dans la verticalité du médiateur qui apporte finalement son savoir au public, mais que ce public va, par ses échanges, s'auto-éduquer, en quelque sorte, en s'obligeant à la réflexion mutuelle, en réfléchissant finalement ce qui lui est donné à voir, en s'invectivant, en n'étant pas d'accord, souvent d'ailleurs, etc., etc. Donc il y a cette idée que cette culture cinématographique, elle peut se construire aussi ensemble, en partageant des goûts et des dégoûts, des analyses sur ce que l'on vient de voir, etc., etc. Et que, comme ces gens sont appelés à se retrouver régulièrement dans ces mêmes ciné-clubs, eh bien, il va y avoir la formation aussi, donc des cultures individuelles bien sûr, mais aussi une culture collective autour du cinéma. Le public de tel ciné-club aura vu ensemble un corpus de films identiques. Donc ce sera une culture de base qu'ils partagent et sur laquelle ils peuvent s'appuyer pour appréhender justement la constitution de leur culture future, pour leurs débats futurs, etc., etc. Et ça aussi, c'est quelque chose effectivement qui va devenir extrêmement important dans la façon dont va se constituer la cinéphilie par la suite. Cette idée du partage, si vous voulez, de valeurs communes autour de corpus partagés. Donc on a, vous voyez, ces deux dispositifs qui réémergent de façon beaucoup plus populaire et qui vont diffuser beaucoup plus largement cette culture cinématographique auprès de la population. Pour être complet, il faudrait dire aussi qu'il y a un autre lieu, un autre dispositif qui va se développer à cette époque-là, c'est la question des cinémathèques. La question de la conservation du film, vous savez qu'elle a mis un peu de temps à émerger et que c'est finalement seulement le passage du muet au parlant et la destruction massive des films qu'elle a occasionné cette obsolescence, si vous voulez, définitive des films muets, qui a fait prendre conscience de la nécessité de sauvegarder le patrimoine cinématographique. Et en France, la Cinémathèque française est créée en 1936. C'est une association privée à l'époque, créée par quelqu'un qui s'appelle Langlois. C'est une initiative
privées. Il va falloir attendre beaucoup plus tard pour qu'il y ait des archives gouvernementales, si vous voulez, autour du cinéma qui soient mises en place. Mais la Cinémathèque française va faire office, pendant toutes ces premières années, de lieu de conservation, justement, des films et de sauvegarde du patrimoine cinématographique. Ce qui est intéressant avec la Cinémathèque française, et si j'en parle, c'est qu'elle va prendre très à cœur son rôle d'éducation à la culture cinématographique. Pour cette institution, il ne suffit pas de sauvegarder les films et de les stocker, il est très important de les montrer pour travailler justement à l'élaboration d'une culture historique dans le domaine du cinéma. Et c'est pour ça que, en particulier dans l'après-guerre, la salle de la Cinémathèque, où étaient projetés quotidiennement des films du stock, est devenue un lieu emblématique de cette transmission de la culture cinématographique. Dans le Paris, alors là, ça concernait uniquement les Parisiens évidemment, dans le Paris de l'après-guerre. Donc on voit comment cette cinéphilie d'après-guerre, on va dire, se constitue, autour de quel dispositif elle se met en place et comment elle évolue au cours de ces années-là. Que deviennent les festivals pendant cette période-là? C'est pour ça que je vous disais que c'est une histoire qui était beaucoup plus hachée, parce qu'en fait, les dispositifs ne vont pas du tout être investis de la même façon selon les époques. Les festivals, pendant cette période-là, vont être considérés par les cinéphiles, ceux-là même qui fréquentent les ciné-clubs, etc., comme totalement inintéressants. Pourquoi? Parce que pourtant, maintenant, il y a beaucoup de festivals internationaux qui se sont créés pendant les années 50. Chaque grand pays a un grand festival international, où on voit énormément de nouveautés cinématographiques. Mais effectivement, les cinéphiles les trouvent inintéressants dans la mesure où ces festivals se sont institutionnalisés et projettent des films qui, finalement, ne font que de la promotion, en quelque sorte, des différents États qui décident de participer à la manifestation. Les films sont choisis par ces États pour représenter leur pays et absolument pas selon des critères artistiques. D'où la programmation, parfois, dans un certain nombre de festivals internationaux, de films qui n'ont strictement aucun intérêt, mais que les pays ont cru bon de programmer parce que valorisant finalement l'image du pays lui-même, à défaut de sa cinématographie. Donc effectivement, on va abandonner en quelque sorte l'idée du festival comme étant un dispositif susceptible de transmettre véritablement les fondements d'une culture cinématographique. Pendant ces années-là, où on l'a compris, les ciné-clubs faisaient cet office de façon extrêmement large sur l'ensemble du territoire. C'est finalement, pendant les années 50 puis 60, un certain nombre d'initiatives qui vont contribuer à modifier petit à petit cette conception vis-à-vis des festivals. C'est-à-dire qu'on avait, le secteur festivalier était pratiquement uniquement représenté à l'époque par ces gros festivals internationaux, Cannes, Venise, Berlin, Toronto, etc., etc. Or, commence à se développer, alors de façon très très ponctuelle, d'autres types de manifestations cinématographiques qui se développent d'ailleurs souvent dans le giron des ciné-clubs, parallèlement aux ciné-clubs, si vous voulez, et qui vont ouvrir une nouvelle proposition dans le domaine de l'événementiel cinématographique. Et ce sont ces expériences qui vont petit à petit changer le regard que vont porter les cinéphiles vis-à-vis du cinéma. C'est le cas, par exemple, des journées internationales du film de court-métrage de Tours. Ces journées du court-métrage de Tours, elles naissent en 1955. Vous voyez qu'on n'a pas choisi le terme de festival, parce que festival, c'était trop connoté à l'époque par rapport à ces grands festivals internationaux, et ça n'intéressait pas les cinéphiles. Du coup, on préfère les appeler effectivement journées. Mais par contre, ces journées, elles fonctionnent exactement comme un festival. C'est-à-dire qu'elles ont lieu régulièrement tous les ans. L'organisation
l'organisation est exactement celle d'un festival, hein, avec des projections, des débats, hein, puisqu'on est dans la tradition du ciné-club, donc on organise des débats aussi après les projections, etc., etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsque certains journalistes allaient voir ce qui se passait dans ces journées ou d'autres types d'événements qui ont pu se développer à la même époque, ils mettaient vraiment en avant le potentiel éducatif, justement, de ces propositions événementielles. Par exemple, à propos de ces journées de Tours, on pouvait lire « L'enseignement majeur d'une confrontation aussi importante que celle de Tours réside dans la preuve qu'elle apporte de l'université d'un moyen d'expression et de connaissance d'une richesse exceptionnelle. Tout est possible avec le court-métrage, qui sert le vrai cinéma, dans la mesure où il se révèle l'école de la vision et de la compréhension. » L'école de la vision et de la compréhension, on est bien dans la volonté justement d'instaurer dans la façon d'appréhender ce dispositif singulier dans lequel sont présentés des courts-métrages, de le considérer comme un lieu de formation du regard. Hein, c'est vraiment cette idée qui émerge à travers ce point de vue qui est développé sur les journées de Tours. Et c'est très intéressant parce que petit à petit, ces différentes expériences, elles vont modifier justement la façon dont on va commencer à observer ces festivals de cinéma qui ne s'appellent pas forcément comme ça. Alors il y a les autres manifestations, parce qu'elles n'étaient pas beaucoup, mais à l'époque qui commencent à se développer un petit peu autour de cette idée, c'était par exemple les Journées internationales du film d'animation, qui ont eu lieu d'abord à Cannes, puis ensuite à Annecy, toujours aujourd'hui qui est un festival d'ailleurs du cinéma d'animation, donc ça date des années 50, la création de ce festival. Et là aussi, dans le domaine spécifique de l'animation, on observe effectivement à quel point ces journées, ce sont encore des journées et pas des festivals, mais permettent de transmettre effectivement, d'éduquer les spectateurs à un rapport au cinéma tout à fait nouveau, dans le même esprit que les ciné-clubs finalement. Mais avec le gros avantage, c'est que ce soit à Tours ou à Annecy, on élargit énormément le public des ciné-clubs. Il y a beaucoup plus de gens qui participent à ces manifestations que le simple public des ciné-clubs, même s'il y avait le public était très large pour les ciné-clubs à l'époque, mais là on fait venir encore des gens qui ne mettaient jamais un pied dans un ciné-club. Pourquoi ? Parce que c'est un événementiel, donc c'est un temps fort dans leur ville à un moment donné, que tous les commerçants locaux vont se mettre au bout de l'événement, qu'il va y avoir de l'affichage partout, que toute la ville vit à ce rythme-là, et du coup on participe. Et c'est festif, il y a des fêtes qui accompagnent, etc. Et on se rend compte que cet objectif d'élargissement de cette éducation à la culture cinématographique, on le remplit finalement beaucoup mieux avec ces événements-là qu'on arrive à le faire avec les ciné-clubs, où finalement on avait un public de fidèles, qu'on pouvait considérer comme assez large, mais qui tournait en rond, si vous voulez. C'était toujours les mêmes personnes qui revenaient. Donc c'est pour ça que ces expériences intéressent, parce qu'elles témoignent de la capacité finalement à sortir un peu du train-train des ciné-clubs, de leur ronron hebdomadaire, si vous voulez, pour des propositions qui peuvent ouvrir à des publics tout à fait nouveaux et différents. On peut citer aussi dans ces événements un petit peu précurseurs les rencontres internationales du film pour la jeunesse de Cannes, autour du film jeune public. Donc là, vous voyez que ça s'appelle rencontre, là aussi. Il y a vraiment une défiance, vous avez compris, vis-à-vis du terme festival au cours de cette période-là, dès lors que se sont appropriés ce mot, ces grandes manifestations internationales auxquelles on ne reconnaît plus ce potentiel éducatif, alors qu'on l'acceptait complètement au début des années 30. Ça se passe à Cannes, les images s'appelaient aussi Festival de Cannes 10. Oh, ça aurait pu être le festival du film de la jeunesse, pas eu de confusion avec le Festival international du film. Non, c'est vraiment, ils le disent d'ailleurs, ils le verbalisent, ils ne veulent pas être associés à un festival. Il y a le festival qui a lieu, mais nous on n'est pas ça. Nous on est autre chose. Il y avait cette revendication de cette dimension éducative qui fait qu'on ne pouvait pas adopter ce vocable à cette époque. Il va falloir attendre un petit peu de temps avant qu'on se le réapproprie justement dans une autre optique. Donc effectivement, au début des années 60, sur la base de ces différentes expériences,
on va commencer à rationaliser un petit peu cette réflexion sur ces deux types d'événementiels cinématographiques qui cohabitent. Et finalement, on en vient à l'idée qu'il y a des festivals que l'on va qualifier de commerciaux, c'est le terme qu'ils utilisent à l'époque, et les festivals que l'on va qualifier de culturels. C'est le terme aussi qu'ils utilisent, d'autre part. Des festivals culturels, ça veut dire que l'on va commencer à réfléchir à ce que l'on va appeler une contre-culture festivalière, pour s'opposer à la définition des festivals tels que se la sont accaparés finalement les grandes manifestations internationales. Et là, la première manifestation qui va se réapproprier ce terme de festival, mais dans le sens de cette contre-culture justement, c'est en 1964-65. Alors en réalité, c'est pas vraiment la première, il y a eu, on a parlé l'année dernière du festival du film maudit, on avait parlé de quelques d'autres, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la première ici qui est née de cette réflexion-là, au début des années 60, de cette volonté de manifester, si vous voulez, cette contre-culture festivalière. Et cette première manifestation, c'est le Festival du film libre, qui va être organisé donc à Paris en 64 et 65. Donc Festival du film libre, déjà dans son intitulé, la chose est claire, c'est-à-dire qu'il y aurait dans les autres festivals un film emprisonné par le commerce et l'industrie, et qu'ici on y verrait au contraire un festival libéré de ses contraintes, et que l'on viendrait voir effectivement qui assumerait cette dimension artistique. En l'occurrence, c'était des films de court-métrage qui étaient projetés dans ce festival. Et du coup, donc là on est au milieu des années 60. Ce qui se passe au milieu des années 60, c'est que les ciné-clubs, ils commencent vraiment à tirer la langue. La fréquentation en ciné-club commence à diminuer de façon assez rapide. On sent un essoufflement de la formule ciné-club. Le public commence à s'en désintéresser. Il y a toujours beaucoup de ciné-clubs en fonctionnement, ça ne se fait jamais du jour au lendemain, ces phénomènes-là, mais on commence à sentir un essoufflement. Or, les cinéphiles qui animaient les ciné-clubs reconnaissent aussi ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que les quelques événementiels cinématographiques qui se sont développés parviennent, eux, à rassembler du public. Donc on commence à développer l'idée selon laquelle il faudrait réinventer une formule festivalière qui soit complètement adaptée, si vous voulez, aux besoins de la cinéphilie et aux ambitions éducatives de la cinéphilie. En décembre 1968, dans la revue Image et Son, qui était vraiment la grande revue cinéphile dans le réseau des ciné-clubs à l'époque, un appel est lancé par son rédacteur en chef, François Chevassus, qui écrit « On peut bien sûr attendre avec optimisme la transformation des festivals actuels. Nous l'avons fait, nous n'avons rien vu. Il y a trop de rillettes et de whisky dans les tiroirs. La solution, c'est de compter sur nous-mêmes. » Je raccourcis un peu le discours, là j'en avais des bouts, mais l'idée c'est ça. C'est de dire, les festivals internationaux tels qu'ils existent, ils ne changeront jamais. Ils sont comme ils sont, on a bien espéré qu'ils deviennent plus cinéphiles, mais ça ne marche pas. Donc on ne peut compter que sur nous-mêmes cinéphiles pour réinventer finalement un secteur festivalier qui soit au service de notre cause. Et notre cause c'est quoi? C'est l'éducation à la culture cinématographique. Donc il appelle tous les membres de son réseau, les lecteurs de sa revue, les membres de son réseau de ciné-club, puisque cette revue était liée à un réseau de ciné-club, celui du Foléis, à transformer à son niveau le secteur festivalier. Et lui-même, pour montrer l'exemple, annonce pour le printemps 1969, donc juste après, l'organisation de rencontres internationales du court-métrage, dans lesquelles il entend mettre en pratique ce qu'il souhaite. Et à partir de donc on est à la toute fin des années 60, pendant ces années 70, on va observer effectivement ce passage de relais, en quelque sorte. C'est-à-dire que toutes ces personnalités très nombreuses qui étaient investies dans l'éducation à la culture cinématographique dans le milieu des ciné-clubs vont
se reconvertir petit à petit, s'investir dans le secteur festivalier et vont effectivement souvent alors créer, peut-être parfois tout en continuant leur ciné-club, mais créer un festival, expérimenter, voir ce que ça apporte de nouveau. Et il va y avoir un espèce de passage de relais qui va se faire d'un dispositif à l'autre. Donc il y a plein de festivals qui vont se créer dans ces années-là. On montre en exemple, il y a vraiment un discours de valorisation des festivals cinéphiles qui se développent. Par exemple, André Cornan qui parlait de festivals en disant que c'était l'une des plus importantes manifestations d'éducation permanente, l'une des plus louables et des plus réussies parmi les entreprises d'éducation populaire. Donc, il y a cette idée que l'on va vraiment admirer les festivals comme étant capables de capter un public jeune, nombreux, que c'était un dispositif où l'esprit de fête permettait effectivement de capter des nouveaux publics. C'était un dispositif aussi extrêmement convivial, plus que les ciné-clubs qui, au fur et à mesure des années, s'étaient engoncés finalement dans un espèce de formalisme, si vous voulez, qui les privait de nouveaux publics. Donc effectivement, alors évidemment, quand je vous dis qu'il y a un passage de relais qui s'effectue, c'est qu'effectivement, il y a énormément de points de contact entre les deux formules. Il y a vraiment des points de rencontre qui fait qu'on est vraiment dans la continuité, si vous voulez. Par exemple, ces deux formules vont travailler en faveur de l'éducation du spectateur par l'exposition d'œuvres de qualité. Ça, c'est vraiment ce qu'on retrouve. Hubert Arnaud, par exemple, à l'époque, parlait de l'originalité qualitative des festivals. Donc il y a vraiment cette idée que par la qualité, par des films de qualité, on va travailler à une éducation, à une émancipation, à l'épanouissement aussi des individus à travers un travail sur leur capacité de jugement artistique. On retrouve cette même idée, si vous voulez, partagée par les deux dispositifs, qu'il ne suffit pas de montrer, donc il faut montrer effectivement des œuvres de qualité, mais qu'il faut aussi apprendre à voir. Donc il y a cette idée, si vous voulez, que dans les deux dispositifs, à côté du travail de programmation, il va falloir accompagner le spectateur dans sa découverte des œuvres, lui apprendre à voir, lui permettre effectivement d'avoir les éléments qui vont lui permettre de construire cette culture personnelle. Autre point de rencontre aussi, c'est la question des pratiques amateurs que l'on va retrouver effectivement dans les festivals et qui étaient quelque chose que l'on trouvait aussi dans les ciné-clubs où l'on ne se privait pas de projeter des productions amateurs parce que l'on considérait effectivement que lorsque l'on faisait soi-même des films, eh bien on apprenait à comprendre aussi, on aiguisait son regard aussi sur le travail des autres parce que l'on comprenait comment ils étaient fabriqués. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver effectivement dans les festivals parce qu'il y en a beaucoup dans la deuxième moitié des années 70 qui vont commencer à s'ouvrir effectivement aux pratiques amateurs. Et ça, c'est quelque chose que l'on va retrouver jusqu'à aujourd'hui. Cette idée de porter l'éducation à la culture cinématographique à travers la production amateur. Un autre point de rencontre aussi que l'on pourrait mettre en avant, c'est une question plus politique peut-être, que comme l'étaient les ciné-clubs, les festivals vont devenir des espaces d'éviction de la censure. Vous savez qu'il y avait une censure pendant toute cette période, la censure d'État était assez forte sur les films. Tous les films ne pouvaient pas sortir dans les salles. Et les ciné-clubs avaient constitué des espaces, effectivement, où, comme on était dans le non commercial, on pouvait y projeter des films qui n'avaient pas de visa et qui donc échappaient à la censure. Ça a été le cas aussi dans les festivals, pour les mêmes raisons. Ils ont repris à leur compte, si vous voulez, cette dimension-là, dimension de réflexion politique, et effectivement, on va les concevoir aussi comme des espaces dans lesquels on va pouvoir débattre de questions politiques parfois un petit peu chaudes,
mais parce que ça va les concevoir effectivement comme des espaces de liberté, contrairement aux salles où on va être soumis effectivement à la censure, forcément, dans le choix des films à projeter. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de festivals, d'ailleurs en particulier dans les années 70, où cette question était au centre du débat, qui vont programmer des films du bloc soviétique, par exemple. Ceux-ci, évidemment, n'étaient absolument pas projetés en salle, pas forcément pour des questions de censure, mais aussi pour des questions tout simplement de choix des distributeurs. Donc on est, vous voyez, dans ce passage de relais, cette transformation complète des festivals qui vont devenir ce qu'ils sont encore aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est dans les années 70 et 80 que les festivals vont devenir en tant que dispositif ce lieu d'éducation à la culture cinématographique qu'ils constituent encore aujourd'hui, avec effectivement un certain nombre de valeurs qui vont leur permettre d'être considérés comme aujourd'hui peut-être le dispositif privilégié dans cette volonté de transmettre la culture par le film. La première, donc je vais vous faire une synthèse un petit peu de ce qu'on a pu voir à travers ces différents dispositifs et la façon effectivement dont aujourd'hui ils se réincarnent. Et vous allez voir à travers ces valeurs qui décrivent aujourd'hui finalement ces festivals, comment cette perspective historique permet de comprendre comment chacune de ces valeurs, de ces caractéristiques, est ancrée dans toute cette histoire et tous ces dispositifs multiples qui s'entrecroisent au cours de l'histoire, mais qui finalement sont traversés par ces mêmes ambitions d'éducation à la culture par le film. La première valeur, c'est, on l'a largement évoqué, la question de la cinéphilie comme valeur partagée. C'est-à-dire qu'effectivement, pour ces festivals, comme c'était le cas dans les dispositifs précédents qu'on a pu évoquer, on est vraiment dans cette idée de la cinéphilie, dans ce rapport très particulier au cinéma qui est proposé par la cinéphilie, qui va être partagé par les différents participants et qui va marquer du même coup la notion d'éducation à la culture cinématographique. Et ça, c'est quelque chose qui vient du ciné-club, bien sûr, on l'a vu, les premiers ciné-clubs, et qui va traverser toute l'histoire des autres dispositifs qui vont se développer par la suite. Donc, c'est quoi là? On est bien dans cette idée qu'il y a une manière de voir les films, qu'il ne suffit pas de les voir, mais qu'il y a une manière spécifique de les voir, d'en parler, puis de diffuser ce discours, de le partager. D'où l'idée de cinéphilie comme valeur partagée aussi. C'est une valeur, effectivement, qu'il faut transmettre pour qu'elle se développe. C'est Debec qui travaille sur les cinéphilies, qui définissait ainsi la cinéphilie. Donc, effectivement, quand on parle de cinéphilie dans cette idée-là, on parle d'un rapport qui est transfiguré par le partage et l'échange de valeurs et de jugements communs. Donc on est vraiment dans cette idée qu'il ne suffit pas d'avoir une culture individuelle, mais que cette culture, il faut la partager, l'échanger, la construire ensemble. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui prend sens dans tous les dispositifs dont on a parlé jusque-là. L'autre caractéristique qui traverse finalement tous ces dispositifs depuis le premier temps, c'est la question du rapport au cinéma envisagé comme art. Je vous ai dit qu'effectivement, une des premières réflexions qui était liée à la toute première cinéphilie de la fin des années 10, à travers le développement d'une critique, c'était une réflexion sur savoir s'il fallait dénommer le cinéma, l'envisager comme le 5e, le 6e ou le 7e art. Et effectivement, c'est quelque chose qui a traversé aussi toute cette histoire. La reconnaissance du cinéma en tant qu'art contre le cinéma commercial, justement. Contre tout ce quoi... Donc ça implique quoi aussi, ce positionnement? Ça implique un positionnement de lutte, si vous voulez, que l'on va retrouver dans tous ces dispositifs. Cette idée que promouvoir le cinéma comme étant un art, donc jugé à travers des critères esthétiques, c'est s'opposer, c'est aller contre une autre vision du cinéma qui, au contraire, va envisager le cinéma comme un produit commercial qui va être lui-même jugé en fonction de valeurs mercantiles, de capacité de rentabilisation.
Donc on est vraiment dans cette opposition, le cinéma art ou industrie si vous voulez, mais qui est fondateur de cette éducation à la culture cinématographique. Pour ces médiateurs-là, pour ces promoteurs de la cinéphilie tout au long de cette histoire, éduquer à la culture cinématographique est aussi une façon d'éduquer le spectateur. D'éduquer le spectateur, le consommateur, si vous voulez. D'éduquer le consommateur pour le diriger, justement, vers des films qu'il va choisir en fonction de valeurs artistiques et non pas en fonction de valeurs marketing, si vous voulez, liées uniquement à la présence de stars, etc. Donc on est vraiment dans la continuité, si vous voulez, de cette histoire qui, vous le voyez, implique une lutte contre... Aujourd'hui, ça s'ancre dans ce qu'on appelle la lutte contre les industries culturelles. Quand on écoute le discours aujourd'hui des promoteurs en particulier, des organisateurs de festivals, on est vraiment dans ce positionnement-là, si vous voulez, de la diffusion culturelle, qui n'est pas forcément opposée à l'économie de marché. Hein. Ce n'est pas une opposition à l'économie de marché, c'est une opposition au cinéma envisagée comme une industrie culturelle, si vous voulez. Ce qui économiquement est malgré tout la proposition qui domine aujourd'hui. Donc il y a un caractère, vous l'avez compris, très militant à la cinéphilie, qui traverse là encore l'histoire de cette éducation à la culture cinématographique et de ses dispositifs. Tout au long, quand on regarde dans les discours, on peut lire des choses comme effectivement le cinéma commercial dans ce qu'il a de plus détestable, etc., etc. Et souvent, cette opposition-là, évidemment, elle va s'ancrer aussi politiquement dans un certain anti-américanisme. Pourquoi ? Parce que ce qui va représenter le plus ce cinéma industriel, logiquement, c'est les modes de production hollywoodiens, contre lesquels, effectivement, cette éducation à la culture cinématographique va s'ancrer. Et ça nous amène justement à cette idée que finalement, lorsque l'on regarde la façon dont va se développer l'éducation à la culture cinématographique, assez rapidement, au bout d'un moment, dans les années 70 en particulier, le discours qui est promu par ces militants, à travers les ciné-clubs comme avec les festivals, vont rencontrer une certaine défense, pas forcément du cinéma national, du cinéma français, mais en tout cas un discours de résistance au cinéma hollywoodien qui était le cinéma dominant sur le marché. Et cette volonté de soutenir le cinéma national, un cinéma qui se construit, vous savez que le mode de production français tente à valoriser au contraire des modes de production très différents du cinéma hollywoodien, en valorisant en particulier l'innovation, les premiers films. L'État français soutient beaucoup dans son système de production les premiers et deuxièmes films, etc., etc. Donc on est plus, si vous voulez, dans une valorisation de l'expérimentation, plus que dans ce qui va caractériser le cinéma hollywoodien, c'est-à-dire une rationalisation de la recette de ce qui fonctionne auprès du spectateur pour industriellement essayer de constituer des produits qui vont répondre à cette demande-là. Il n'y a pas de jugement forcément de valeur, hein, faire des très mauvais films dans l'expérimentation et des très bons films dans le modèle hollywoodien, mais on est malgré tout sur cette opposition de modèle. Et le gouvernement français, donc, effectivement, va puiser dans cette idée qui traverse toute l'histoire d'éduquer le peuple au cinéma, ce dont je vous parlais, l'idée dont je vous parlais la semaine dernière, c'est-à-dire cette idée d'organiser nationalement des programmes d'éducation à l'image. Avec cette idée que finalement, en éduquant les spectateurs à la culture cinématographique, on pourrait aussi leur transmettre du coup les ferments d'une culture cinématographique spécifique, dans laquelle serait mise en valeur, logiquement, l'idée du cinéma d'auteur, donc la reconnaissance de la qualité cinématographique, basée sur un certain auteurisme, et non pas sur, effectivement, des critères de pur divertissement, si vous voulez. Donc, effectivement, les programmes nationaux d'éducation à l'image que j'avais évoqués au tout début de mon discours la semaine dernière, se sont très largement investis
de toute cette histoire-là, de tout ce militantisme, de cette façon de créer un panthéon, si vous voulez, des films, hein, ce qui a accompagné toute l'histoire de cette cinéphilie, parce que éduquer à la culture cinématographique, ça a souvent pris la forme de dire pourquoi ce film est meilleur que celui-là, pourquoi celui-là est un bon film et celui-là, il faut l'oublier. Et du coup, de travailler une hiérarchisation, si vous voulez, des films. C'est pour ça que, à travers toute l'histoire de la cinéphilie, on rencontre des pratiques qui consistent à établir des listes. La liste des films qu'il faut avoir vus. Ça existe encore aujourd'hui, hein, si vous regardez sur les sites cinéphiles, il y aura la liste des films incontournables de l'histoire du cinéma, les grands classiques, etc., etc. Donc cette idée que former à la culture cinématographique va passer aussi, si vous voulez, par cette capacité du spectateur à établir sa hiérarchie. Et que si on dit celui-là était mieux que celui-là, c'est pas parce que simplement on est dans la dimension plaisir, etc., mais que l'on va avoir rationalisé par des éléments comparatifs, par des jugements de valeur basés sur des critères rationnels, on va dire, dans l'esprit en tout cas de celui qui les pratique, le fait que ce film soit meilleur que celui-là. Et ces programmes nationaux d'éducation à l'image vont s'alimenter de toute cette tradition-là, si vous voulez, pour former les jeunes spectateurs, justement, à l'acquisition d'une telle culture, de cette façon d'envisager la culture cinématographique. C'est comme ça qu'ils sont envisagés, ces programmes-là. Pour justement en leur transmettant ces valeurs-là, ces critères de jugement-là. Avec évidemment par derrière une ambition aussi strictement économique qui va être, alors il y avait l'ambition de ramener, je vous l'avais dit qu'au départ, ce qui était affiché c'était clairement de ramener les spectateurs vers les salles, d'un point de vue quantitatif. Mais il y a aussi évidemment par derrière un objectif strictement qualitatif. Les ramener vers les salles, mais pas vers n'importe quelle salle et pas vers n'importe quel film. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ces programmes ils sont soutenus par les salles à réessai, pratiquement exclusivement. Hein. Il y a très peu de salles non classées qui travaillent avec ces programmes nationaux. Et dans les salles à réessai, qu'est-ce qu'on voit ? On voit du cinéma d'auteur. Donc vous voyez que indirectement, ou je ne sais pas si je dis indirectement, mais en fait très directement, à travers cette œuvre d'éducation, il y a aussi l'idée d'emmener les spectateurs vers une typologie particulière de film, et en particulier vers celle qui est favorisée par le mode de production français. Donc cette idée d'entretenir un public pour ces films tels qu'ils sont produits tels qu'ils sont produits, oui, grâce aux aides en particulier de l'État français. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que je vous ai perdu depuis longtemps? Je suis désolée, c'était peut-être un peu, vous avez parlé peut-être un petit peu décousu, mais c'est un petit peu difficile de revenir sur cette histoire. Est-ce que vous avez des questions? Non? Vous voulez qu'on fasse une petite pause et puis je vais boire un coup et puis une petite conclusion justement.